L'hyper-urbanisation du monde moderne nécessite de plus en plus d'interventions sur corde au sein même de nos villes. Depuis quelques années, aucune métropole ne peut se passer de ces nouvelles unités de secouristes capables d'aller chercher une victime dans n'importe quel milieu périlleux urbain. Contact pour la barquette aussi, hein, c'est bon. Nous sommes à Genève. C'est l'une des dernières villes à s'être dotée d'une équipe Grimpe, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. La ville a vite compris que cette unité était devenue indispensable pour secourir dans les temps une victime, où qu'elle soit. Un ouvrier sur un chantier en cours en plein centre-ville souffre d'un problème cardiaque. Impossible de l'évacuer car ni ascenseur ni escalier ne sont encore construits. Arrivé sur place, le SMUR nous informe que le patient fait un malaise cardiaque et que sa position exige une position horizontale. La position allongée est indispensable, faute de quoi la victime peut subir un arrêt cardiaque. Je lui explique tranquillement que son évacuation va se faire à l'aide, dans ce cas-là, d'une grue. Et puis là, ça la fait stresser. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de l'accompagner avec la barquette, histoire de pouvoir l'accompagner jusqu'au sol. Ça a eu pour effet, effectivement, de le calmer. Son cas était délicat et dans cette situation-là, il fallait vraiment lui éviter tout stress afin que son rythme cardiaque n'augmente pas davantage. Dans son cas, c'était vital. Vital. Une chance donc pour l'ouvrier d'avoir pu être pris en charge par ce groupe qui n'existe pourtant que depuis 1 an. Ces dernières années, on s'est aperçu que l'hyperurbanisation, la construction croissante sur le canton de Genève nous a obligés à développer, je dirais, un groupe de sauvetage en milieu périlleux dans le domaine urbain. Le Grimpe de Genève est constitué d'une quinzaine de spécialistes. Régulièrement, ils se rendent en ville sur les édifices les plus aériens pour bien repérer les lieux et se tenir prêts en cas d'intervention. Aujourd'hui, la cathédrale Saint-Pierre, un des hauts lieux touristiques de la ville. Il faut savoir que c'est un site qui accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs. Donc ça veut dire que le risque pour nous de devoir sortir quelqu'un est important. Et puis les architectes de l'époque n'avaient pas prévu une évacuation d'une personne qui fait un malaise cardiaque au dernier étage. Donc malheureusement on doit s'adapter à la construction, on ne peut pas rajouter des ascenseurs. Donc on va travailler comme on a l'habitude avec notre matériel et par l'extérieur. Chaque équipier dispose d'une tenue complète pour évoluer sur corde en toute autonomie. Avant l'opération, petit débriefing du chef. Ce qu'on fait en premier ce matin, c'est une évacuation du dernier étage où le public peut accéder à la tour nord. C'est-à-dire que si on regarde la tour, ici on a le toit avec l'espèce de flèche là en haut. Ici, il y a pour bien parler la même langue, Régis dessine le dispositif d'évacuation et détermine le rôle de chacun. Ici, on ne laisse rien au hasard. La cathédrale est un des plus hauts monuments de la ville et il faut gravir 157 marches pour parvenir au sommet de la tour nord. L'escalier en colimaçon est particulièrement étroit. Voilà, typiquement le genre de construction qui nous pose des problèmes assez considérables si on devait brancarder quelqu'un dans un environnement comme celui-ci. Hein. Pour prouver l'exiguïté des lieux s'il y avait besoin de le faire, il y a un système de lumière qui permet aux visiteurs soit de descendre, soit de monter alternativement, parce qu'on ne se croise pas dans les escaliers. Autant dire qu'ici, si un touriste est victime d'un malaise, une évacuation par les escaliers lui serait fatale. La seule solution est donc d'installer une tyrolienne à l'extérieur, malgré l'importance du vide. Un scénario qui se produit de plus en plus fréquemment. Hier, les collègues de Bâle ont fait une évacuation exactement du même genre. Un ingénieur de 82 ans qui s'est cogné la tête contre une cloche. Ce faisant, il a nécessité une évacuation en position horizontale stricte. L'hélicoptère ne permet pas de venir à l'intérieur chercher quelqu'un avec le câble. C'est hors de question. L'équipe se scinde en deux. Une première équipe se rend sur un point haut pour installer un système de poulies. Sur le balcon de la tour nord, on utilise l'infrastructure pour installer les points d'attache. C'est un monument historique classé,
Et vraiment, quand il y a des profusions comme on a ici de points d'ancrage, c'est se compliquer la vie que d'essayer d'en créer artificiellement en perçant encore un monument comme celui-ci. L'installation des dispositifs va prendre une vingtaine de minutes. Première manipulation, tendre une corde jusqu'au sol pour y faire descendre la victime. Mais avant, il faut faire monter la civière par l'extérieur, car c'est bien trop difficile par l'escalier en colimaçon. Seb, on va lever le patient. La descente va se faire avec une véritable personne. Rien de mieux que de se mettre en situation réelle pour ne pas stresser le jour de l'intervention. Pour ici, vous êtes tous au clair sur la manœuvre. Montez, tendre les cordes, on met l'accompagnant et ensuite on descend. On est bon? Vous soulevez, vous libérez le brancard, je reprends le mou sur les cordes travail, cordes sécu. Allez-y doucement, on prendra 30 cm par 30 cm. Comme dans toute intervention, on ne laisse jamais une victime seule dans le vide. Un secouriste doit être là pour parer à toute éventualité et rassurer sans cesse le patient. Attention sur les tyroliennes et puis ensuite on descend tout. Ouais, compris, donc nous faudra quand même 2 minutes pour enlever le mouflage. Détourne, parce qu'après ça répercute dans les idées là. Parfait, on continue la descente, ils sont dans le vide. Pour l'extraction par tyrolienne, pas moins d'une dizaine de spécialistes sont à la manœuvre, tous concentrés sous l'œil attentif de Thierry. Contact pour l'accompagnant. Régis, le patient est au sol, il est plus sur les cordes porteuses, vous pouvez donner du mou complet. La mission est accomplie, la victime est en bas. Comme je dis, la sécurité a été respectée sur toute la ligne, donc ouais, mission accomplie. La sécurité avant tout. Voilà le mot d'ordre des équipes Grimpe. Il faut être rapide, mais ne jamais se mettre en danger. Et pour cela, il faut suivre des formations très strictes, longues et particulièrement techniques. Si la ville de Genève forme encore ses propres équipes, en revanche, la France, elle, a mis en place une formation nationale pour tous les grimpes du pays. Dans le pays, la culture grimpe est l'une des plus anciennes du monde. Direction, la région de Marseille. Pour se former, rien de mieux qu'un milieu naturel très aérien comme ici au Cap Canaille. 2 fois par an, des stagiaires triés sur le volet sont formés par des experts. Donc cet après-midi, les gars, l'objectif c'est la progression sur corde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les fondamentaux de la progression. Donc on va commencer par un contrôle croisé par binôme pour contrôler votre matériel individuel comme on a fait depuis le début de la semaine. Vous faites votre contrôle croisé. Voilà, le matériel n'est pas croisé. Ici, les stagiaires passent leur qualification d'équipier grimpe, appelée l'IMP2. Ils doivent être capables, sur ordre d'un chef d'unité, d'installer tout type d'équipement en milieu périlleux. Aujourd'hui, révision et contrôle des acquis. Voilà. Ben, aujourd'hui, donc, on est sur une journée qui était réservée donc, à la progression sur corde. Nous sommes sur un site qui permet l'appréhension également du vide. Nous sommes sur une paroi qui fait à peu près 120-130 mètres. Donc l'intérêt, c'est de répéter les gestes que nous avons appris pendant plusieurs jours et de les mettre en œuvre dans le milieu vertical et surtout de prendre de l'aisance dans la progression. Voilà. Bon, le capitaine Migoul va vérifier leur capacité à progresser en toute sécurité tout en passant des fractionnements de cordes. Voilà, ok. L'exercice consiste à enlever son descendeur pour l'installer après le nœud de fractionnement. Chaque geste doit être précis et doit répondre à un protocole bien strict. Une faute de sécurité est vite arrivée, on peut oublier un mousqueton et là se faire planter à l'examen. Donc ça veut dire que là, c'est pas acquis d'avance pour toi? Ah non, c'est pas acquis, c'est acquis pour personne. Là. Faut attendre que les formateurs le valident. Je transfère ma charge de mon descendeur sur ma longe courte. Ok. Je détricote le descendeur. Très bien. Enlève mon mousqueton de renvoi. Je récupère la corde sur un segment.
les côtes. Ferme mon descendeur. Je ravale mon mou. Je repasse la corde en ici. Je repasse la corde en ici. Jusque ton renvoi. Ici, la moindre erreur n'est pas pardonnée. Le milieu est bien trop risqué. Le formateur contrôle le moindre geste. Regardez le vide en dessous de vous. Si je fais la moindre faute de sécurité, c'est la mort. Bloqueur de poitrine et poignée d'ascension. Et tu vas refaire le parcours à l'envers. Allez, action. Le but du jeu, c'est d'avoir la technique et essayer d'être prêt à intervenir dans toute situation, autant le naturel que le milieu structurel. Milieu naturel ou milieu structurel, Christophe sait qu'il sera amené à intervenir de plus en plus en milieu urbain. Et c'est ici, à près de 300 mètres de vide, qu'il se forme. C'est combien là, 100 mètres, 100 mètres là? 400 mètres, ouais, le premier cassé, jusqu'à la mer, je pense qu'il y a 400 mètres de déni. Ouais. De là? De là jusqu'à la mer, ouais, 400 mètres. Ouais. 400 mètres jusqu'à la mer. Ce vide a de quoi aguerrir les stagiaires pour n'importe quel terrain d'intervention. Oui, qu'ils soient formés au départ au milieu naturel, et après on verra que la technicité fait que ces techniques-là seront particulièrement adaptées pour le milieu urbain. Le milieu urbain représente souvent les mêmes difficultés que le milieu naturel, que ce soit la verticalité des bâtiments ou le milieu souterrain et étroit des égouts. Les responsables des secours ont vite compris que pour la sécurité des victimes, il fallait mieux faire appel aux spécialistes en milieu périlleux. Dans les Alpes-Maritimes, le groupe Milieu Périlleux est l'un de ceux qui intervient le plus en France. C'est le premier groupe à avoir installé une garde permanente. Leur QG, Vence. Ici, les entraînements sont quotidiens. Chaque matin, rappel des dernières techniques mises à jour. On profite du retour d'expérience aussi bien de formation que des interventions pour faire progresser les techniques et pouvoir avoir des techniques très rapides, efficaces et surtout très faciles à se remémorer et à utiliser. Le département des Alpes-Maritimes est un terrain particulièrement varié. La nature et la densité urbaine importante amènent le GMP à rencontrer des types d'interventions extrêmement différentes. Des véhicules qui chutent en contrebas d'un haut mur de soubassement ou des personnes qui tombent des remparts de la ville. Ici, les secouristes doivent faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation. Le GMP peut se rendre sur n'importe quel terrain en moins de 30 minutes. Les premiers intervenants n'hésitent plus à faire appel à eux pour les extractions délicates, comme ici à l'intérieur même d'un immeuble vétuste, où le poids d'une dame âgée ne permet aucun brancardage traditionnel. En montagne, c'est la caravane secours en montagne qui monte. Aujourd'hui encore, la garde du groupe Milieu Périlleux est appelée en renfort. À quelques kilomètres de la caserne, les hommes du GMP sont appelés à intervenir en pleine ville, dans un immeuble où ils vont devoir sortir leur matériel pour intervenir sur corde. On va monter le matos, Jean-Louis. Donc ce qu'on a besoin, c'est la Franco. Allez, prends la 70. Arrivé sur place, c'était effectivement dans une résidence où l'échelle ne pouvait pas accéder. Donc la seule possibilité d'évacuer cette victime, qui se situait au 3e étage d'une résidence, c'était de l'évacuer par les moyens spécifiques du GMP. Baudrier, cordes, mousquetons et poulies vont vite devenir indispensables à cette intervention. Une personne dans un état grave ne peut être évacuée par les moyens traditionnels. Thierry Villain va devoir trouver une solution dans les plus brefs délais. Direction le balcon pour identifier une possible extraction par l'extérieur. La victime est dans sa chambre déjà sous contrôle médical. Son pronostic vital est engagé. Le médecin réclame une évacuation la plus rapide possible.
Là, on avait effectivement la précision du médecin qui nous avait demandé une évacuation dans le quart d'heure qui suivait. Donc il a fallu choisir la technique la plus rapide. Et la plus rapide, ça a été celle qu'on a utilisée, où on a fait que 3 points d'ancrage en façade, ce qui nous a permis de mettre très rapidement un frein de charge. On avait une sécurité à côté, ce qui nous a permis de très vite soulever la victime et l'évacuer par l'extérieur. La décision est prise de descendre la personne par le balcon avec une tyrolienne. Les équipiers sont obligés de percer directement dans le balcon des points d'ancrage indispensables à la solidité du système. Chaque équipe, pour gagner du temps, travaille en parallèle. Les minutes sont précieuses, mais les gestes sont exécutés dans le calme et la précision. En 15 minutes, tout le dispositif est sécurisé et la victime va enfin pouvoir rejoindre l'ambulance pour l'hôpital. Le patient est enveloppé dans un brancard spécialement conçu pour ce type de descente. Ainsi, il n'a aucun risque de tomber. On a juste à soulever la victime. Prêt? Attention pour lever, lever. Allez, on essaye si on peut de poser sur la rambarde. Voilà, poser. Le système mis en place, les secouristes vont devoir faire face à une difficulté supplémentaire. Le premier étage est agrémenté d'un balcon plus long que sur les étages supérieurs. Et dès le départ, on avait vu qu'on avait ce déport qui était positionné. Donc dès le départ, on avait équipé notre perche avec une retenue qui nous a permis justement de tirer, de déborder cette victime très rapidement. On avait tout anticipé dès le départ. Tu l'as, Jean-Louis? Alors, pour passer l'obstacle, le secouriste et le brancard vont être guidés par le bas. Ils vont devoir être déportés d'un coup de corde au dernier moment pour franchir le balcon. Commence à déborder, Jean-Louis. Tractionne. Fais-toi aider du personnel en bas. Le moment est important. Pas question pour l'équipe que la victime se retrouve coincée sur le balcon. Les minutes sont précieuses, le temps manque. Traction doucement, doucement. La tension monte. L'opération est particulièrement délicate. Sans notre aide, je pense que la victime n'aurait pas pu être évacuée ou l'issue finale de la victime aurait certainement pas été l'état dans lequel on l'a sortie. C'est-à-dire que si elle avait été évacuée par les escaliers, très certainement elle aurait désamorcé et elle serait donc décédée. Heureusement, la manœuvre est maîtrisée. La victime est au sol dans les temps, la technique montagne vient de payer. Sauve les vies aussi bien en milieu périurbain qu'en milieu naturel. C'est très gratifiant de faire ce genre de mission parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les entraînements payent puisque on manœuvre régulièrement. Et puis c'est intéressant également dans le sens où on travaille avec nos collègues, pompiers, puisque nous aussi on est quand même pompiers. Et quand on change de tenue, c'est vrai que c'est bien de savoir qu'on peut aider nos collègues en intervention en utilisant nos techniques et tout le matériel qu'on a à disposition. Les interventions grimpe en milieu périurbain prouvent largement depuis quelques années leur efficacité. Plus une ville dans le monde ne peut aujourd'hui se passer d'une équipe grimpe. Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de France. Ici, les unités pompiers sont très particulières. Elles appartiennent à la Marine nationale. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille dispose d'une des plus anciennes unités grimpe du monde. Ils interviennent depuis 1950. Aujourd'hui, ils sont appelés dans un réseau souterrain exceptionnel. Alors, ce matin, on va travailler à la demande de la société CERAM, le service des eaux de la ville de Marseille. Donc là, ils vont nous appeler par TPH pour nous dire, voilà, il y a un blessé à tel endroit, déclencher l'intervention grimpe. Donc on se déplacera et
On jouera le jeu comme si on arrivait sur une vraie intervention, avec comme paramètre pour nous l'inconnu, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend. Oui, le Grimpe, bonjour. Pour être certain que les opérations de secours sont parfaitement adaptées en cas d'accident dans le réseau, un scénario ultra réaliste est mis en place. La station d'épuration de la ville de Marseille est la plus grande station enterrée du monde. Elle s'étale sur 30 000 m² et traite 86 millions de mètres cubes d'eau usée par an. Une usine colossale où un accident de travail peut vite arriver. Dans ce cas, les choses peuvent très rapidement se compliquer. Voilà la difficulté là, Patrick. C'est de repérer les points d'ancrage qu'on va utiliser pour évacuer la victime. On va considérer qu'il a une jambe cassée, je pense. Et donc, il va falloir le sortir à plat. Voilà. On va chercher le matériel, on va vous sortir de là. À chaque entraînement, la prudence est de mise car pour les pompiers du Grimpe, il n'y a aucune différence avec une intervention réelle. Il faut faire preuve en tout temps de la même efficacité et surtout de la même prudence. Chaque fois, c'est important de faire un plan. Ouais. Pourquoi? Ça permet au chef d'unité de savoir ce qu'il va faire et de visualiser aussi pour les équipages ce qu'ils vont être amenés à faire. Ça peut être gras, ça peut être boueux, c'est glissant. Donc on fait attention au suraccident. L'accident en intervention fait partie des risques du Grimpe. Patrick Laffer et ses équipiers doivent aujourd'hui s'engager dans un terrain dangereux pour installer les points d'ancrage indispensables sur les piliers de l'usine. Ici, la technique des pompiers traditionnels n'est pas suffisante pour intervenir dans un tel environnement en toute sécurité. C'est une intervention qui demande la mise en place de cordes. Oui, on pourrait toujours le sortir, comme on disait avant, un petit peu à l'arrache, avec un brancard, un bras carré, sans technique particulière, mais il faut penser au confort de la victime. Donc là, le fait que la victime soit bien sécurisée dans le brancard, elle va remonter en toute simplicité. Ça ne sera pas fait en force et dans l'improvisation. Les pompiers du Grimpe sont des spécialistes de ce genre de scénario. Ils trouvent immédiatement la technique adéquate qui va leur permettre d'extraire la victime dans les meilleures conditions possibles. Donc à partir du moment où on commence à travailler sur une victime et que les moyens habituels ne sont pas adaptés, c'est-à-dire que là, un camion de pompiers n'a pas ça, n'a pas de treuil, donc ça dépasse leur domaine de compétences. Ils peuvent toujours tenter le coup. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, il faudra rendre des comptes. Là, bon, ça ne diminue pas par deux, mais au moins, voilà, le nœud il passe. Ouais, juste au départ, ouais. Doucement, doucement, il ne faut pas que tu dépasses. C'est en moins d'une demi-heure que la victime est sortie en toute sécurité de son bassin. Une performance qui impressionne les techniciens. Doucement, l'une après l'autre. Repérer des endroits comme ça ou travailler dans des sites comme ça qui ne sont pas notre terrain de jeu habituel, c'est important parce que ça nous permet de ne pas aller vers l'inconnu quand justement un jour on sera confronté à ça. Comme on l'avait dit précédemment, le Grimpe intervient là où les pompiers ne peuvent plus intervenir. Donc si déjà les pompiers sont en difficulté, il faut que nous, on essaye de gommer au maximum tous les aléas de ce qui a dérangé l'équipe de première intervention. Donc voilà, des reconnaissances, des partenariats avec des sociétés comme ça nous permet d'évoluer dans des terrains de jeu différents de ce qu'on fait d'habitude. C'est plus joli dans les calanques, c'est vrai, mais il n'y a pas que les calanques. Il y a des gens qui travaillent partout, donc même dans les égouts. Ils ont le même droit au secours que n'importe quelle personne. Et les manœuvres de secours en milieu périurbain vont payer.
Moi, l'info, elle est très simple. J'ai un ouvrier, a priori, qui est tombé dans une gaine. Donc, ça se situe en ville. Donc voilà, ça va être a priori un endroit exigu. J'ai une notion de trauma au niveau du thorax, pas plus que ça. Le lieu d'intervention est à une quinzaine de minutes. Il faut faire vite car la victime ne tient qu'en équilibre sur une planche. Il se tient à l'intérieur d'une gaine d'évacuation particulièrement exiguë. Il souffre du thorax et le contact avec les pompiers ne se fait que par la voix. Arrivé sur les lieux, Max fait une reconnaissance rapide. Les pompiers se sont installés dans l'appartement d'un particulier. La victime est un ouvrier qui travaillait sur la remise en état des conduits d'évacuation. Une des traverses en bois sur laquelle il travaillait a cédé d'un coup. Il a chuté de plusieurs mètres, mais s'est heureusement rattrapé avec les bras. Il était bloqué, il attendait qu'on vienne le sortir de là. Et le plus dangereux, c'est qu'éventuellement, il aurait pu tomber à nouveau, parce que l'ensemble n'était pas stable. Donc il fallait aller assez rapidement à son contact pour au moins, dans un premier temps, le mettre en sécurité. Le patient a mal. On suspecte une fracture des côtes. Amarré sur une traverse en fer, Max, le chef d'équipe, descend en rappel depuis l'étage supérieur pour aborder le plus vite possible la victime. Ça va? Vous avez des oreillettes? Non, ça va, merci. Le danger immédiat, éventuellement, ça aurait pu être le suraccident lié à la stabilité qui était encore difficile. Donc déjà, rien que pour cette raison, il fallait vite aller le chercher, au moins pour le mettre en sécurité, sans parler d'évacuation. Est-ce que c'est stable, là, les madriers qu'il y a là? Le quoi? Là, celui-là, ça va, ouais. En fait, celui-là sur celui que vous êtes, il a doublé. Celui-là qui a cassé. Moi, je suis quasiment pas en poids, là. C'est celui-là qui a cassé. Là, je suis pas en poids, donc je vais pas faire travailler la structure. Il était à peu près situé au deuxième étage, donc il était encore à une dizaine de mètres de haut. Et avec les obstacles qui se trouvent dans la gaine, une chute de 10 mètres, on peut comprendre facilement que ça peut créer beaucoup de dégâts. Donc là, comment ça évolue la douleur? J'ai mal un peu plus que tout à l'heure. Plus que tout à l'heure? Un peu plus, pas à mourir, mais... Pas de douleur à de nouveaux endroits? Non, non. Tout à l'heure, ça me faisait un peu mal là. La jambe également? Oui, ça y est, c'est bon, ça va mieux. La nuque? Non, ça va. C'est que ça. Je pense que j'ai frotté aussi. Ouais. Ouais, je suis au contact là. Hein. Ça me brûle là, mais je pense que je vois pas ce que j'ai là. L'arcade, mais... Là, si tu veux, tu vois. Pour éviter la moindre aggravation du cas de la victime, Max va l'immobiliser au mieux, en commençant par lui poser un collier cervical. Ça me fait couler de l'eau. Ouais. Bouge pas la nuque. D'accord. C'est quoi ton prénom? Nicolas. Hyper pratique pour manipuler. Si je t'éblouis, ferme les yeux. Si vous voulez descendre de la... Ah, mais ferme, je veux clair. Est-ce que ça maintient un petit peu là, sans faire mal? Ouais, ça va, c'est bon. Une infirmière spécialisée intervention sur corde rejoint Max pour compléter le bilan médical. Ça va? J'ai mal au dos. T'as mal encore là? Ah. Tu nous dis? Alors, Merci. dites-moi, est-ce que vous bougez tout là? Oui, Les c'est bras, bon. le dos, Les jambes aussi, pareil, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, je sens. Il y a juste le dos qui a mal au dos. Pas de ce côté, mais... Pourquoi c'est mouillé là? Parce que j'ai de l'eau, ouais. J'ai froid un peu, c'est pour ça. Diana, juste un instant. Libérez-moi le mousqueton sur cette corde là, s'il vous plaît. Pour lequel? Ouais. C'est bon, et continuez. Pendant que l'infirmière finalise le bilan de la victime, Max organise sa mise en sécurité avec une corde pour éviter qu'il ne puisse encore chuter plus bas. Comme ça, la descente, si vous avez pris un coup sur les vertèbres, on va pas aggraver la situation. Ça va. C'est la talle que je t'expliquais tout à l'heure. D'accord. Donc tu essaies de pas trop bouger, on va le glisser doucement derrière ça. Va, pas de problème. C'est tout fin. Ouais. Le premier ouf, c'est quand je suis à son contact et que je le sécurise. Donc a priori, il ne peut pas tomber plus bas. Donc là, c'est le premier objectif. Et le deuxième ouf, c'est la prise en charge au sol par les autres équipes. Là c'est nickel. L'infirmière s'apprête carrément à perfuser la victime directement dans la gaine d'évacuation. L'intérêt, c'est que comme ça, si tu as besoin d'être sédaté légèrement pour la douleur, ça sera immédiat. Laisse-moi manipuler. Bouge pas. Je te pique. Souffle bien. C'est fini. Ça y est.
Dans la perfusion, du glucose pour donner de l'énergie à la victime, mais son rôle est surtout de pouvoir injecter à tout moment de la morphine. Ça va te tirer un peu sur les côtes, hein, quand même. Ah ouais? Comment vous sentez là? Vous sentez de taille à faire les 3 étages suspendu comme ça? De toute façon, je serrais les dents pour les faire, ça c'est sûr et certain. Non, c'est pas ça la question. Allez, c'est bon, on passe les 3 mg de morphine. D'accord. Casque à victime sur la même corde. Vas-y. Ici. Morphine, corset, casque, rien n'est laissé au hasard. Les secouristes ont pris leur temps, mais la victime est totalement sécurisée. Ok, on peut commencer la traction légèrement. C'est une mission un petit peu longue parce qu'il faut quand même s'assurer de travailler en sécurité. Donc quand on est sur place, ça semble un petit peu long quand même, peut-être davantage pour la victime. Mais c'est une mission qui dure de l'ordre de 3 quarts d'heure. Le conditionnement étant maintenant complété, la descente ne prendra que quelques minutes. L'essentiel du travail prend du temps, mais ne pas se précipiter est une devise chez les pompiers du Grimpe. La durée, c'est moins important pour nous. Il faut vraiment, si on peut aller vite, tant mieux, mais il faut avant tout le faire en sécurité. Les pompiers de Marseille, comme ceux de toutes les grandes villes du monde, doivent répondre de plus en plus à des accidents d'ouvriers en milieu périurbain. Égouts, gaines d'évacuation des eaux usées, mais aussi immeubles de grande hauteur. Ils s'entraînent donc de plus en plus sur tous ces types de bâtiments. Aujourd'hui, exercice sur une tour de 100 mètres de haut. Le scénario, un laveur de vitres a fait un malaise. Il est bloqué en plein vide, pendu sur sa corde. 2 équipiers, en plein vide, vont installer la victime dans un brancard pour la descendre le plus à plat possible. Ici, la difficulté est de ne pas se tromper sur les points d'ancrage. Les structures peuvent être plus ou moins solides. Pas question de prendre le moindre risque, une chute ici serait fatale. On ne va pas prendre pour argent comptant une cheminée qui est au sol, une rambarde qui est positionnée. On ne sait pas comment ça a été fixé, depuis quand. Donc on essaye d'être très vigilant sur tous ces paramètres-là. Mais on ne fait qu'appliquer ce qu'on fait en milieu naturel, quoi. On l'adapte. Si Marseille est une mégapole, la nature est pourtant toute proche. C'est avant tout la grande proximité avec les calanques qui a créé les besoins du Grimpe. Les Calanques de Marseille, parc national depuis 2012, accueillent près de 1,5 million de visiteurs par an. La plupart pour les joies de la mer, de la randonnée ou de l'escalade. Pour lever, lever. On va vous descendre avec le brancard, au niveau des dicots, il va poser. Le Grimpe de Marseille effectue près d'une centaine d'interventions par an. Les estivants, à cause d'une petite faute d'inattention, peuvent vite chuter d'une barre rocheuse. Les falaises ici atteignent au moins 300 mètres au-dessus de la mer. Les accidents peuvent être dramatiques. Les équipes du Grimpe sont extrêmement aguerries au secours dans les calanques. Ils y pratiquent 80% de leurs interventions. Mais pour les 20% restants, c'est en milieu urbain qu'ils doivent intervenir. Le Grimpe est aujourd'hui appelé dans le 7e arrondissement de Marseille. Les pompiers viennent de faire appel à lui car une victime est impossible à évacuer par les moyens traditionnels. Arrivé sur les lieux, il découvre une maison en chantier. L'ouvrier était en train de refaire la charpente et la toiture. Il a accédé au toit en escaladant un échafaudage. Mais voilà, blessé, il lui est maintenant impossible de redescendre, ni tout seul, ni avec l'aide des pompiers.
La difficulté pour le chef d'unité est immédiate. Il comprend très vite que la mise au vide du brancard va être difficile. Il se trouve au sommet de l'immeuble et ne peut donc utiliser aucun point d'ancrage plus en hauteur pour descendre sa victime. Plus personne qui gravite autour. On reste là où on est, d'accord? Ok, allez. Le chef d'unité est très tendu. Ici, le risque de suraccident est particulièrement élevé. Le plancher n'est pas entièrement installé et les poutres ne sont pas encore solidifiées correctement. À la moindre faute d'inattention, un de ces hommes peut chuter à l'étage inférieur. L'intérêt principal, c'est de récupérer la victime, la descendre dans de bonnes conditions et pas faire du sauvetage de sauveteur. Il y avait quand même un risque qui passe à travers. Une mauvaise manipulation ou un déséquilibre, et il y avait ce risque-là. Donc c'est pour ça que l'attention est de tous les instants. Pas question qu'un pompier subisse le même sort que la victime. L'homme s'est grièvement blessé en tombant entre deux planches suite à une perte d'équilibre. La seule façon de progresser en toute sécurité pour les sauveteurs, c'est d'emprunter la poutrelle d'acier qui longe les murs du bâtiment. Le passage de la civière est maintenant sur le point d'être effectué. Pour pallier au manque de points d'amarrage en hauteur, indispensable pour retenir la civière, 2 hommes portent en contrebas le brancard. Le brancard est légèrement descendu à bras d'homme pour être mis en tension sur la corde. En bas, les secouristes pilotent avec une corde de guidage la civière pour la décoller de l'échafaudage. Tous les gestes doivent être bien coordonnés, sinon tout le système pourrait se bloquer. La civière au sol, tout devient un jeu d'enfant pour terminer l'évacuation vers l'hôpital de Marseille. La mission a été rondement menée par les équipes du Grimpe. Ils ont réussi une fois de plus à s'adapter aux difficultés du terrain. On évoluait sur une structure qui n'était pas forcément sécurisée au départ. Donc tout ça, il a fallu le prendre en compte. Si Marseille est l'une des premières grandes villes à s'être dotée d'un Grimpe en 1950, aujourd'hui les grandes métropoles de la planète lui ont emboîté le pas. Namur. Chaque année depuis 2006 a lieu dans cette ville belge une compétition qui réunit les équipes du Grimpe du monde entier. C'est le plus grand événement mondial de la sorte. Son nom, le Grimpe Day. Brésil, Italie, Canada, plus d'une trentaine de pays vont devoir en une seule journée réaliser une demi-douzaine d'exercices. Le thème de cette année, le milieu périurbain. Pour la première fois, des pays d'Amérique ont traversé l'Atlantique pour venir échanger techniques et compétences. On voulait voir du côté international comment le reste du monde faisait leur secours par corde. On voulait aussi démontrer nos techniques du Canada pour le reste du monde. Rapidement, les équipes européennes comparent le matériel et les techniques utilisées. You know, in France, it's a mix between the cave rescue and mountain rescue and urban central rescue. We do a mix and we do grip. Après quelques mots échangés, place à l'action. Le chef d'équipe canadien a reçu ses consignes. Il est temps d'y aller. So we have got a route book. We're going to station 1 first, and we're going to meet our controller there. Find out what we're about to do. On y va. Les équipes, comme en intervention réelle, ne savent jamais à quoi s'attendre. Elles doivent être capables de gérer toutes les situations. Première épreuve, secourir une victime tombée dans un trou urbain. Job number 1, rescue in the hole. 2 ropes. Okay. Job number 2, lower the medical team. And then job number 3 for top side, while they're treating medical, will be to rig the retrieval system. Petite surprise pour les Canadiens, ils n'ont pas l'habitude de prendre en charge des équipes médicales avec eux. Ils sont mis en difficulté par rapport à ça, dans le sens où nous nous présentons comme médecins et infirmiers, n'ayant à part des équipements de sécurité, nos casques, nous n'avons pas de harnais, pas de sécurité, donc ils doivent composer avec le matériel qu'ils ont pour nous faire descendre.
Système D oblige, Richard s'adapte et équipe un des infirmiers avec son propre baudrier. Tous ici doivent composer avec le matériel dont ils disposent. I mean, it's a little bit different, but this kind of thing, do it as much as I can. Right! Chacun ici sa méthode. Pour passer les difficultés, les Vancouverois se mettent la tête en bas, puis se redressent après le passage délicat. Pendant que le secouriste aborde la victime, le reste de l'équipe s'occupe des infirmiers. Il faut bien les briefer afin qu'ils ne se blessent pas dans le passage difficile. Pas question de les mettre la tête à l'envers. We're going to get you to sit down at the edge. This will be kind of tight. This will be holding you. And then you're just going to turn to the right. You're going to turn yourself around and sit down into the rope. Okay? Safety ready? Les infirmiers vont rejoindre la victime sans trop de difficultés. Après l'avoir conditionnée, il faut maintenant la remonter. Tout cela bien sûr chronométré. Tout est bien allé, on est satisfait avec nos efforts. On va voir pour le prochain scénario comment ça va aller, mais pour celle-ci, on est content. Richard est content. Pourtant, l'examinateur, lui, trouve des choses à redire. Elle s'est fait plutôt pas mal l'extraction là, c'était assez rapide. Ben, assez rapide, non pas vraiment. Non, mais c'est dans la moyenne des autres. Oui. Hein, voilà, c'est dans la moyenne des autres équipes. C'est pas rapide, mais c'est dans la moyenne. Il est temps maintenant de passer aux épreuves suivantes. Direction le QG, où chaque équipe est orientée vers un nouvel atelier. Nous retrouvons Régis Piton, le responsable grimpe de la ville de Genève. Il rencontre son évaluateur pour le prochain atelier. L'équipe a tout fait pour participer au Grimpe D cette année. C'est important pour nous de participer, et puis on fait 700 km parce que c'est des super journées d'entraînement pour nous. Tous les autres entraînements qu'on fait au long de l'année, c'est nous qui les préparons, puis c'est nous qui les exerçons. Donc on n'a pas cette surprise qu'on a ici à Namur. On a 6 postes dans la journée. Quand on attaque le matin, on ne sait absolument pas quand on va être confronté, puis on doit s'adapter aux situations qui nous sont proposées. Donc c'est super intéressant pour nous. C'est pour ça qu'on fait autant de kilomètres pour venir. Il y en a qui viennent même de Vancouver maintenant, on n'a plus la palme. Mais... Prochaine épreuve, un touch and go. Il faut descendre et remonter une victime dans un brancard le plus vite possible. Là encore, le chrono tourne. Je préfère axer largement sur la sécurité que d'axer uniquement sur le temps. Donc on fait le plus vite possible, le mieux qu'on peut. Ok les gars. Ouais. On fait ça avec les sangs cousus doubles. D'accord? Régis axe sur la sécurité et prend même le temps de dessiner le plan des opérations. Voilà. Là, je fais le schéma pour l'équipe. Après, comme ça, on peut se mettre d'accord sur la manœuvre. Avec un schéma, c'est toujours plus parlant que d'essayer d'expliquer avec des mots ce qu'on va utiliser comme matériel et puis de quelle manière on va travailler. Et... Comme ça. Donc, on t'enverra une corde auxiliaire juste pour nous tirer le bloqueur vers le bas quand on fait la remontée. Là encore, la technique consiste à placer un système au-dessus de la victime pour pouvoir exercer une traction sur le brancard dès le début de la manœuvre. Quand vous voulez, vous descendre. Ça nage, ça nage. Ouais, tire pas trop la steak, hein. Ok, allez en bas. Je prépare pour la remontée. Tac. Ok, attends. Tu décroches la steak. Les gestes sont rapides et précis, mais attention aux fautes de sécurité. L'évaluateur observe tout. Tu prends le bout sur les...
C'est bon? On commence à remonter, hein. A good point. Perfect, almost. Almost, not quite, but perfect. I scored you up until a minute ago, 64 out of 70. And the only reason I took 1 point off, and I'm being very hypercritical now, is because on individual security, I couldn't fault anybody up until a minute ago, and then you jumped up on there, took your crab off, and I was with this one. Yeah, sure. Really? Yeah, sure. Okay, I didn't know. Okay, then that's. And you went like that. Okay, I didn't see that, and I'll give you the benefit of that. I'll give you it back then. I'll give you that point back. Content, Régis? Bah, quand il y a une critique comme ça, on est en général assez content, surtout que cette année c'est un peu nouveau, on est évalué par des évaluateurs d'autres équipes grimpe du monde entier. En l'occurrence, c'est un Écossais, sauf erreur. Et ça fait plaisir de voir que le boulot qu'on fournit toute l'année, il paye même quand c'est un Écossais ou quelqu'un d'autre qui reconnaît que le travail est bien fait. Et qu'il n'y a pas d'erreur sur la sécurité qui est notre priorité, alors autant en compétition qu'en intervention et que partout. Puis, il nous reste la Épreuve suivante. Régis fait la connaissance d'un expert grimpe venu d'un pays encore différent. Meet you, Régis. Vigo. Ok. You're from where? Holland. Holland. Ok. Régis, c'est un autre évaluateur là? Oui, on change d'évaluateur à chaque. C'est une des règles. Au niveau des évaluateurs, on change à chaque fois et c'est jamais le nôtre, puisque chaque équipe a amené un évaluateur à Namur avec l'équipe. Sur toute la journée, chaque épreuve, on change d'évaluateur et c'est jamais le nôtre. Ça empêche le parti pris et puis ça permet, comme je disais avant, d'avoir le retour finalement d'une fois d'un Hollandais, une fois un Écossais. Ce matin, on était avec un mec de Lituanie, sauf erreur, et vraiment c'est intéressant pour les échanges à ce niveau-là. La prochaine épreuve est la plus aérienne de la journée. L'objectif est d'évacuer une victime du toit d'un immeuble par une tyrolienne. Près d'une dizaine d'ateliers sont alignés les uns à côté des autres. Seul un tripode est mis à disposition des compétiteurs. Régis analyse rapidement quel dispositif il faut mettre en place. Alors là, la difficulté, c'est d'aligner parfaitement le point d'ancrage qui est là en bas avec le trépied et puis la voiture qui nous a été désignée en bas. Parce que si on a un tant soit peu d'offset entre tous ces alignements, on risque de basculer le trépied qui nous a été mis à disposition. C'est pas une bonne idée. Brice ? Les cordes doivent être parfaitement alignées de part en part du bâtiment afin que rien ne puisse basculer. Le système correctement positionné, l'équipe ne perd pas de temps et met la victime au vide, le passage le plus délicat. Puis c'est sur une longue tyrolienne de 30 mètres sur laquelle le brancard progresse. Tout est allé pour le mieux pour l'équipe de Régis Piton. Tu peux y aller allègrement. Good in the time. I can give you a score of 76 from 70. Yeah. It was a joy to see. Yeah. But there was only one aspect what could make the whole system a little bit safer, more safe. Okay. And that is when L'évaluateur fait remarquer à Régis qu'il aurait pu utiliser une corde supplémentaire de sécurité en cas de rupture de corde. Mais pour Régis, c'est plus une question de culture que de sécurité. C'est des techniques un petit peu différentes selon les pays. Nous, on part du principe, quand on a déjà deux cordes porteuses, que le risque d'avoir une rupture des deux cordes porteuses ensemble est quasi nul. Et puis, si tu as une rupture des deux cordes porteuses, la seule corde d'opposition derrière ne retiendra pas le brancard des essais qui ont été faits. Mais voilà, comme je te dis, c'est des échanges et puis chaque pays a sa manière de travailler. Et voilà. C'est donc en toute amitié que les deux hommes vont se séparer et se retrouver le soir pour la remise des prix. L'équipe suisse finira 5e sur 31. Une très belle place quand on sait qu'ils sont opérationnels depuis seulement l'année précédente. Quant à nos Canadiens, c'est dans une ambiance survoltée qu'ils viendront chercher leur 20e place. Les Français, eux, arriveront 4e et les premiers seront les Allemands de Berlin-Est.
Les grimpes du monde entier viennent ici partager, une fois par an, une grande camaraderie. Un petit bol d'air dont ils ont bien besoin dans le monde de l'urgence en milieu extrême.